Peut-être que mon vrai moi dort dans ce monde-là, et qu'il vit cette vie ici comme une expérience, un genre de punition ou de leçon. J'étais enfant et ma mère et moi étions dehors, dans la partie boisée derrière notre jardin, à prendre des photos de vieilles voitures pour les vendre. Soudain, ma mère entend un bruit dans les buissons et me dit de courir. Je portais des tongs, alors je les ai enlevés et j'ai filé. Derrière moi, je n'entendais plus ma mère, mais j'ai perçu un bruit métallique et rouillé, comme si quelque chose avait sauté sur les voitures. En courant, je ne voyais plus ma mère. Je suis rentré à la maison, affolé, et là ma mère était assise à la table en train de lire le journal. Qu'est-ce que c'était que ça ? En 1999, ma famille utilisait encore des cassettes VHS comme tout le monde à l'époque, et chaque semaine, mon père en ramenait une nouvelle du vidéoclub pour notre soirée cinéma en famille. Un week-end, on regarde un super film, un nouveau James Bond. Je me souviens particulièrement bien de la jaquette de la cassette, elle m'avait marqué. Mais voilà qu'un peu plus de 2 ans plus tard, je vois à la télé des pubs pour le nouveau James Bond. Exactement le même film qu'on avait déjà vu. C'était Meurt un autre jour. Et pourtant, il n'avait même pas encore commencé à être tourné en 1999. On s'en souvient tous clairement. On sait que c'était bien cette année-là, parce que c'était juste avant ou après d'autres événements marquants dans notre vie. Et on se rappelle très bien le film. D'une manière ou d'une autre, on l'a vu avant qu'il n'existe. J'ai vu un petit garçon courir et frapper dans un ballon de foot. Puis tout s'est figé pendant une fraction de seconde, et je l'ai vu courir à nouveau et frapper dans le ballon. J'ai revu exactement le même moment se produire 2 fois. C'était comme si le temps avait sauté, comme une aiguille qui glisse sur un disque, mais moi, je n'étais pas affecté. Je ne bougeais pas, pourtant je n'étais pas figé ni rejoué comme les autres. J'étais un simple observateur, avec un contrôle total sur mon corps. Je n'ai jamais vécu quelque chose de semblable depuis. C'était si net, si clair, j'ai encore ce moment figé en tête, parfaitement. J'ai commencé à paniquer tout de suite après, parlant à toutes les personnes autour de moi. J'ai dû m'asseoir. C'était incroyablement réel. Même si ce n'était qu'une hallucination, que faisait tout le monde pendant cette seconde ? Il n'y a eu aucun autre bug, aucun saut en avant. C'est comme si j'avais eu une seconde en plus que les autres. J'ai vu un moment 2 fois. Est-ce que je suis plus vieux d'1 seconde que le reste du monde ? Est-ce que j'ai reculé d'1 seconde dans le temps ? J'avais 12 ans. Je passais la journée dans un parc d'attractions avec un voisin et un de ses camarades de classe. Je ne connaissais pas ce camarade, mais il était sympa et on s'éclatait tous les 3, à faire des montagnes russes, à gaspiller de l'argent au jeu de lancer d'anneaux sans jamais rien gagner. Ensuite, on allait manger quelque chose, et il s'apprêtait à prendre une barre chocolatée. Et là, je lui dis, « Mec, t'es allergique aux cacahuètes. » Il allait manger quelque chose qui en contenait. Je ne l'avais jamais vu avant, mon pote ne m'avait jamais parlé de lui, mais j'avais cette certitude qu'il était allergique aux cacahuètes. Et j'avais raison. Il m'a regardé et m'a dit, « Mais comment tu savais ça ? » On a convenu qu'il n'y avait pas vraiment d'explication, que la vie est parfois juste bizarre, et on est retourné faire des montagnes russes. Je ne l'ai jamais revu. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un bug, mais j'ai le sentiment que d'autres ont peut-être vécu la même chose. Depuis que je suis jeune, par intermittence, j'ai connu ce qu'on appelle apparemment la dépersonnalisation. La toute première fois, j'étais petit, probablement 6 ou 7 ans, je me souviens clairement que c'était une journée très ensoleillée, et je marchais quelque part en tenant la main de ma mère. C'était la première fois qu'on me laissait porter des sandales au lieu de chaussures, là où je vivais, il y avait beaucoup de morceaux de verre sur les trottoirs. On attendait pour traverser une rue, et c'est là que c'est arrivé. Ce sentiment de détachement total par rapport à moi-même. Je n'étais pas moi.
Ce corps n'était pas le mien, j'étais juste en train de l'occuper, et j'étais quelque chose de plus grand. C'était une expérience très étrange. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois depuis, juste cette sensation d'étrangeté envers moi-même, comme si j'étais un inconnu. C'est aussi arrivé une fois avec mon frère, avec qui je suis pourtant très proche. Ce jour-là, je l'ai regardé et j'ai ressenti, qui est-ce ? Juste un inconnu que j'appelle mon frère. Ça ne dure que quelques secondes, mais c'est troublant. C'est comme si l'attachement qu'on a envers soi-même, et envers les autres, disparaissait un instant. Je serais vraiment curieux de savoir si d'autres ont vécu ça. Je pense que c'est plus fréquent avec les mots aussi, quand on les répète jusqu'à ce qu'ils perdent tout leur sens et deviennent étrangers, ça m'est arrivé aussi. Il m'arrive parfois d'avoir des flashs ou des visions de choses qui se produisent ensuite. Récemment, par exemple, j'ai eu une conversation bien précise au travail. Ce n'était pas un échange banal du genre « on a reçu du courrier », mais une situation inhabituelle qui a mené à cette discussion. Et je savais exactement comment ça allait se passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans un registre plus troublant, j'ai eu une vision de moi à l'enterrement d'un ami alors qu'il était encore en vie. Il est mort de manière inattendue quelques semaines plus tard. J'ai aussi su qu'un de mes clients allait mourir dans l'année, et c'est ce qui est arrivé. Il semblait pourtant en parfaite santé, mais dans l'année, il a été diagnostiqué d'un cancer et il est décédé. Je sais aussi qu'un matin nuageux, je recevrai un appel dans ma voiture m'annonçant que mon beau-père est décédé. Il est dans la soixantaine avancée et atteint de Parkinson, donc celui-là ne semble pas forcément surnaturel. Le plus inquiétant de tous ces flashs, c'est celui qui ne s'est pas encore produit. Je vois une image très claire d'un pick-up bleu sur la mauvaise voie, fonçant droit sur moi. Il y a de nombreuses années, je me suis réveillé après ce qui reste, sans aucun doute, le rêve le plus vivant et le plus détaillé que j'ai jamais fait. Dans ce rêve, ma vie avait simplement continué. Je m'étais marié, j'avais déménagé, changé de travail, acheté une maison, eu des enfants, etc. Rien d'extraordinaire. Juste une vie normale, qui s'écoulait. Puis, sans prévenir, je me suis réveillé. Et j'étais de nouveau dans mon petit appartement à Boston, allongé à côté de ma petite amie, comme si toute une partie de ma vie n'avait jamais existé. Le seul moyen que j'ai trouvé pour décrire ce que j'ai ressenti, c'est d'imaginer que vous vous réveilliez un matin et que vous vous retrouviez là où vous étiez 15 ou 20 ans plus tôt. Chaque personne que vous aviez rencontrée pendant ces années n'a jamais existé. Chaque accomplissement, chaque souvenir de cette période s'est avéré faux. Toute votre vie a été effacée, rembobinée à un instant aléatoire, très loin dans le passé. J'étais tellement choqué et bouleversé que je me suis mis à pleurer sans pouvoir m'arrêter, pendant des heures, comme si je faisais le deuil de toute ma famille. Et en un sens, c'est exactement ce que je vivais. Ce qui me trouble encore aujourd'hui, c'est à quel point ce rêve était ordinaire. Il n'avait rien de surréaliste ou d'étrange. C'était la vraie vie, simplement. Le seul aspect inhabituel, c'était l'échelle du temps. Ce rêve couvrait au moins 15 à 20 ans, facilement. Aujourd'hui encore, je me souviens de bribes, de visages de ma famille dans ce rêve. Et parfois, quand j'y repense, j'ai encore envie de pleurer. J'ai peur qu'un jour, je ne me souvienne plus du tout de ce rêve. Que ces gens, ces souvenirs, disparaissent pour de bon. Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi fort, ni avant, ni depuis. Mais c'est resté en moi comme l'un des événements les plus marquants et les plus incompréhensibles que j'ai jamais traversés. Il y a plusieurs années, je me suis arrêté faire le plein d'essence en route pour rejoindre ma copine de l'époque au restaurant. C'était juste avant l'arrivée des smartphones, donc tout ce que j'avais, c'était un téléphone à clapet argenté. En sortant de la voiture, j'ai réussi à le faire tomber au sol puis à le heurter du pied, juste au moment où une voiture passait. Le téléphone s'est fait rouler dessus et a glissé de l'autre côté de la station. Je l'ai retrouvé tout griffé. Il n'était pas écrasé, mais il ne s'allumait plus. J'ai passé une bonne partie du dîner frustré,
parce que j'étais un peu à sec financièrement et je ne voulais pas devoir en racheter un. Mais en rentrant à l'appartement, la première chose que j'ai vue en entrant, c'était mon téléphone à clapet argenté posé sur le comptoir de la cuisine. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à halluciner que j'avais fait tomber mon téléphone, que je l'avais envoyé valser, vu se faire rouler dessus, puis retrouvé, abîmé. Ou alors j'ai assisté à un clonage spontané de mon appareil, ou à une téléportation instantanée. Même l'antenne avait les mêmes marques de morsure, laissées par mon chat quand il avait essayé de le mâchouiller. Je fumais de l'herbe au lycée, et j'avais remarqué un truc assez marrant, j'avais un don pour regarder l'heure pile à 4h20. Je pouvais être en train de faire n'importe quoi, sans penser à rien, et paf, je jetais un œil à l'horloge et il était exactement 4h20. Je trouvais ça super cool, même si ce n'était pas si bizarre que ça. C'est arrivé presque tous les jours. Là où ça devient étrange, c'est qu'après le lycée, j'ai complètement arrêté de fumer. Du jour au lendemain. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à regarder l'heure à 3h16 à la place. De la même façon qu'avant, sans y penser. J'ai tout de suite pensé au verset biblique Jean 3h16, j'ai grandi dans un environnement chrétien. Mais voici le vrai bug dans la matrice. Un matin de semaine, je me réveille. J'étais encore un peu fatigué mais bien réveillé, assez pour me rendre compte que mon réveil n'avait pas encore sonné, il sonnait vers 6h30. Il y avait déjà un peu de lumière qui passait par la fenêtre, donc il ne pouvait pas être si tôt. Je me penche hors du lit, attrape mon téléphone, et l'écran affiche clairement 3h16. Je me dis que ce n'est pas possible, l'heure est trop bizarre. Et là, sous mes yeux, l'écran change d'un coup pour afficher 5h45. Là, j'étais bien réveillé. J'ai été vraiment perturbé par ça. Et encore aujourd'hui, il m'arrive de jeter un coup d'œil à l'horloge pile à 3h16, comme un réflexe. Je marchais un soir sur une piste cyclable sombre. J'entendais ce bruit de frottement rythmique, de plus en plus fort. Assez pour me mettre mal à l'aise. Puis, j'aperçois au loin une petite fille asiatique qui fait du jogging. Ouf! Elle passe à côté de moi et je me détends un peu, me disant que c'était rien. Mais à peine 30 secondes ou une minute plus tard, j'entends à nouveau ce même bruit. Exactement le même rythme. Je me retourne, et la même fille court à nouveau devant moi. Quoi? Cette piste ne fait pas de boucle, et il y a de la végétation dense de chaque côté, c'est impossible de couper à travers. Je me suis arrêté net. Je l'ai juste regardé passer, une deuxième fois. Je continue jusqu'au parking, et là, je tombe sur des jumelles, en train de changer de chaussures avant de partir. C'était la dernière fois que je prenais des champis. Il n'y a pas si longtemps, je me suis réveillé d'un rêve et j'ai commencé à me préparer pour aller bosser. Une dizaine de minutes plus tard, je me réveille à nouveau dans mon lit. Un vrai réveil, ou du moins c'est ce que je croyais. Je me lève, je me prépare, et je me réveille encore. Ça s'est produit environ 10 fois, au début. Et puis, ça a commencé à devenir de plus en plus étrange. Je me réveillais, mais il y avait des trucs bizarres dans ma chambre. Je sortais du lit, je cherchais à comprendre ce qui se passait, des gens apparaissaient partout, des scènes étranges, puis bam, de nouveau dans mon lit. Une fois, j'ai même réussi à aller jusqu'au boulot, à passer 2 heures à faire du vrai travail, et puis soudain, je me réveille encore dans mon lit. Tout recommence. J'ai vécu ce qui semblait être près d'une centaine de cycles. À chaque fois, j'avançais un peu plus dans ma journée, parfois jusqu'au soir, pour tout perdre et me retrouver à nouveau dans ce fichu lit. C'était terrifiant, parce que j'ai vraiment cru que j'allais rester coincé dans cette boucle, comme si je n'allais jamais réussir à me réveiller vraiment. Et puis, enfin, mon réveil a sonné. Et là, je me suis réveillé pour de bon. C'est de loin l'une des expériences les plus angoissantes que j'ai jamais vécues. Une boucle sans fin, chaque version de la réalité se désintégrant sans avertissement.
Je n'oublierai jamais cette sensation d'être pris au piège, ni le soulagement brutal au moment où j'ai su que c'était enfin terminé. Il y a 10 ans, je rentrais d'un road trip avec 2 amis. Mes parents m'ont appelé pour demander à quelle heure on arriverait, et je leur ai dit qu'on était à environ 25 minutes de la maison. 1 minute plus tard, on prend un virage. Il y avait une pleine lune, on voyait le reflet sur un lac en contrebas, et à part nous, la route était totalement vide. Soudain, tout devient noir dans la voiture. Plus de lumière sur le tableau de bord, plus de phares, plus de musique. Tout s'est arrêté. Puis, la musique repart, mais depuis le début du CD. Et maintenant, il y a une voiture arrêtée plus loin, contrôlée par la police, qui n'était absolument pas là 1 seconde plus tôt. J'ai cru que j'avais brièvement somnolé, parce qu'il était tard. Mais quelque chose clochait. Après 1 minute de silence, le conducteur baisse complètement la musique et dit « Vous avez ressenti un truc bizarre, vous aussi ?» Et le passager à l'arrière se redresse brusquement et dit « J'ai cru que je m'étais endormi. » On regarde alors l'horloge de la voiture. Elle affiche 1 heure de plus que ce qu'elle indiquait 1 minute plus tôt. Pour ne pas paniquer, on s'est convaincu que la voiture avait eu une panne électrique passagère, que ça avait peut-être réinitialisé l'horloge, éteint les lumières, coupé la musique, mais quand on est arrivé à la maison, 25 minutes plus tard comme prévu, on avait 1 heure de retard. Je ne sais toujours pas ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Mais une chose est sûre, il me manque 1 heure de ma vie, et à ce jour, je n'ai aucune explication. J'ai raconté cette histoire plusieurs fois, et à ce jour, je n'ai toujours aucune explication pour ce qui s'est passé. J'avais environ 11 ans et je passais la majorité de mon temps libre dehors. Un jour d'été, avec mon frère et quelques voisins, on a décidé de construire une petite cabane dans un champ à côté de nos maisons. On a ramassé tout ce qu'on pouvait, planches, bouts de bois, pierres, et on a commencé à bricoler quelque chose. Évidemment, au bout d'un moment, on a perdu tout intérêt pour ce projet quand on a réalisé que ça prendrait bien plus de temps que prévu. Alors on est allé jouer au foot. Et là, en courant, je marche sur quelque chose de dur. Je baisse les yeux et je trouve une petite figurine en forme de pigeon. J'étais fou de joie. J'adorais les petits objets, les artefacts, les figurines. Tout ce qu'on pouvait collectionner et exposer sur une étagère. Et celle-là était parfaite. Quelques semaines passent. J'avais complètement oublié la figurine, posée là à prendre la poussière sur mon étagère parmi d'autres babioles. Je rentre à la maison, je monte les escaliers pour ouvrir la porte quand ma voisine m'interpelle. Jennifer, sa fille, qui devait avoir 4 ans à l'époque, m'a dit que tu lui as donné cette petite figurine. Merci, mais elle a des bords un peu tranchants, et je ne veux pas qu'elle se blesse. Tu veux la récupérer ? Elle tient dans sa main la même figurine. Le même pigeon. J'étais figé. Je lui ai dit non, que je ne savais pas de quoi elle parlait, et je suis rentré chez moi, complètement sonné. Je cours dans ma chambre, je regarde sur mon étagère, et elle était toujours là. Le pigeon. Exactement là où je l'avais laissé. Jamais bougé. Et depuis ce jour, je n'ai aucune idée de ce qu'il s'est passé. Qui, si ce n'est moi, a donné la même figurine à ma voisine ? Pourquoi elle était certaine que ça venait de moi ? Comment une copie parfaite de cette figurine a pu apparaître alors que l'original ne m'a jamais quitté ? Je ne peux pas l'expliquer. C'est un mystère total. Et ça me hante encore. Depuis 5 ans, tous les mercredis vers 13h, un homme âgé, d'environ 60 ans, s'assoit sur la petite clôture en béton en bas de ma rue, comme s'il attendait qu'on vienne le chercher. Il porte toujours une chemise à carreaux boutonnés. Au début, je ne l'avais remarqué que parce que quand mon premier enfant avait environ 18 mois, je l'inscrivais à la garderie un après-midi par semaine, le mercredi. Il était toujours là quand je partais pour la garderie, mais jamais quand je rentrais, 10 minutes plus tard environ. Je suis toujours mère au foyer, donc je sors souvent dans la journée avec mon plus jeune, et l'année dernière,
j'ai réalisé avec surprise que cet homme attendait encore tous les mercredis après-midi vers 13h. Ma curiosité est plus que piquée à ce stade. De plus, j'habite dans un quartier calme et convivial et je ne l'ai littéralement jamais vu ailleurs que lors de mes rares passages en voiture le mercredi après-midi. En fait, une fois, j'ai vu qu'il venait du nord avant de s'asseoir sur cette clôture en béton pour attendre, mais je n'ai aucune idée de la maison d'où il vient. Ma fenêtre du salon donne justement vers le nord, sur le quartier en contrebas, car ma maison est un peu perchée sur une colline. Je sais donc qui habite où. Les 3 ou 4 dernières fois où je suis passé devant lui en rentrant, j'ai filé jusqu'à la maison au coin de la rue pour voir s'il était toujours là, car je meurs d'envie de comprendre pourquoi il attend là. Mais chaque fois, il avait disparu quand je me garais et que j'arrivais au coin. C'est à peine 50 mètres. Je commence à me demander s'il n'est pas le fruit de mon imagination. Ou alors il entre et sort d'un univers parallèle 5 minutes chaque semaine. Ou peut-être attend-il que sa fille vienne le chercher pour leur déjeuner hebdomadaire. Mais pourquoi à cet endroit? Pourquoi? Je dois savoir. Maintenant, c'est super gênant quand je passe devant lui, car on échange toujours un regard qui signifie quelque chose comme « Je sais qui tu es parce que je t'ai vu des dizaines de fois ces 5 dernières années à cette heure-là, mais je ne te connais pas assez pour te faire ce sourire gêné et crispé qu'on réserve aux connaissances qu'on connaît à peine. » Le mystère reste entier. Je porte le même prénom que mon arrière-grand-père du côté paternel. Je ne l'ai jamais rencontré, il est mort 20 ans avant ma naissance. Il mesurait apparemment 1,90 m, était excentrique, passionné par les activités intellectuelles, mais il avait tellement tendance à s'absorber dans ses pensées qu'il oubliait parfois de faire des choses importantes. Toute la famille, à part lui, est plutôt petite, mon père est le plus grand avec un M73, très strict, conservatrice et ouvrière. Et puis il y a moi, apparemment la réincarnation de mon arrière-grand-père, la taille, les tendances, la personnalité, le physique, tout y est. Une semaine avant mon mariage, mon frère fouillait dans de vieux documents et a découvert que la femme de mon arrière-grand-père, que personne de vivant dans la famille n'a jamais connue, elle est morte jeune dans les années 1930, portait le même prénom que ma femme. J'ai vécu et travaillé près d'Ayerrock. Je traversais une période de dépression assez longue et un jour, alors que je traversais des dunes de sable avec des courses, j'ai senti que je n'en pouvais plus. Je voulais en finir et j'avais décidé de le faire une fois rentré chez moi. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose de très gros venir vers moi. J'ai levé les yeux pour voir ce que c'était, mais je n'ai rien vu ni entendu d'inhabituel. Pourtant, j'ai senti que cette chose grandissait de plus en plus en s'approchant et j'ai senti tout mon corps commencer à vibrer. C'était comme être au cœur d'une tempête violente, car cette chose était immense et puissante. Au début, j'ai cru que j'étais sur son chemin et que j'allais être anéanti, mais j'ai fini par comprendre qu'elle allait simplement passer à côté de moi. J'ai alors eu une impression très forte qu'elle m'avait remarqué et m'avait regardé un instant. Un sentiment d'amour immense et de compassion m'a envahi, avec une pointe d'humour taquin, comme si j'étais un enfant un peu naïf. Un mot a résonné dans ma tête, respire. Alors j'ai respiré. J'ai inspiré aussi profondément que possible et j'ai senti des mois et des mois de tristesse, de solitude et de haine de soi s'effacer immédiatement pour laisser place à une joie pure. Je me sentais léger, heureux. Rien d'autre n'avait d'importance. Et pendant que je restais là, cette chose est passée à côté de moi d'un pas assuré, se dirigeant vers quelque chose que je savais instinctivement très, très important. J'avais les larmes aux yeux et toutes mes courses éparpillées dans le sable. Le week-end dernier, je suis sorti boire un coup avec des amis. Je sors un cigarette et remarque qu'il y a un petit smiley blanc sur mon briquet orange. Je me dis que c'est bizarre, mais plutôt cool. Quelques heures passent, je sors pour fumer une autre cigarette, et ce putain de smiley a disparu. J'ai dans la main un briquet orange tout simple. Dans ma tête, je commence à flipper un peu, mais je laisse tomber et je n'en parle pas parce que c'est un truc un peu étrange à évoquer. Quelques heures plus tard, je rallume une cigarette et bam,
voilà ce petit sourire blanc qui me regarde à nouveau. Cette fois, je me dis, merde, ok, je suis bourré, faut que je demande de l'aide. Alors je montre ça à mes potes, regardez ce petit smiley trop cool. Comme ça, si ce petit truc disparaît encore, je pourrais le signaler et prouver que je suis pas fou. La soirée s'est terminée avant que je puisse vérifier à nouveau, mais quand je suis rentré chez moi et que j'ai fait mon rituel obligatoire de vider mes poches avant de dormir, j'ai découvert que non seulement j'avais 2 briquets orange différents, un avec le smiley et un sans, mais en plus, j'avais d'une manière ou d'une autre accumulé 3 briquets supplémentaires, comme par un trou de verre magique entre ma paume et la poche avant droite de mon jean, ou je ne sais quoi. J'avais probablement 14 ou 15 ans quand ça m'est arrivé. J'avais fini l'école pour la journée et j'avais entraînement de tennis juste après, alors je sortais pour aller chercher mon vélo. À la sortie de l'école, je croise une personne qui rentre dans le bâtiment. Il n'y avait vraiment rien de spécial chez cette personne, mais pour une raison étrange, nos regards se sont croisés et je me suis senti mal à l'aise. C'est difficile à expliquer, mais il était tellement banal qu'il en devenait remarquable à mes yeux. Bref, je monte sur mon vélo et je pédale vite parce que je suis en retard. 1,5 km plus loin, je suis sur un trottoir droit et j'aperçois une silhouette au loin qui marche vers moi. C'est bien Monsieur Banal qui me fixe du regard. Il est impossible qu'il soit arrivé là avant moi à vélo en si peu de temps. J'avais pris tous les raccourcis et j'allais assez vite, donc même s'il avait quitté l'école en voiture précipitamment, il n'aurait pas pu être aussi loin. Je le dépasse encore, puis 5 à 10 secondes plus tard, je décide de m'arrêter et de faire demi-tour pour le regarder une dernière fois, mais Monsieur Banal avait complètement disparu. Je me souviens encore très clairement de cette rencontre, parce que ça m'a vraiment foutu les jetons. Ma femme avait une tache de naissance sur la paume de la main, juste sous le pouce gauche, à peu près de la taille d'un pois. J'adorais cette tache, je l'embrassais, lui donnais un nom, plaisantais à son sujet. Nous sommes ensemble depuis 20 ans, mariés à 21 ans, en 1994. Il y a environ 2 mois, en regardant ses mains, j'ai remarqué que la tache avait disparu. « Qu'est-il arrivé à ta tache ?» Elle répond, « Quelle tache ?» J'ai un peu flippé et j'ai dit, « Celle que tu as toujours eue sur la paume de la main. » Je prends sa main et regarde de près. Il y a une cicatrice estompée à l'endroit où se trouvait la tache. Elle me raconte qu'elle avait bien cette tache et qu'elle l'avait fait enlever environ 1 an avant de me rencontrer. Elle a dit que ça était apparu très vite, ce qui avait beaucoup inquiété sa mère et elle, alors elles l'ont fait retirer et ont fait tester pour un mélanome, résultat négatif. Je me souviens de cette foutue tache. Je me souviens l'avoir embrassée et touchée quand je lui tenais la main. Comme je l'ai dit, ça s'est passé il y a 2 mois et je ne peux pas me débarrasser de cette impression que ma conscience a glissé, d'une certaine manière, dans un univers très semblable à celui où j'ai commencé, mais où les personnes autour de moi ne sont plus vraiment celles que je connaissais. C'est très troublant, et si je n'avais pas une grande capacité à compartimenter les choses, je crois que ça m'aurait vraiment rendu fou rapidement. L'année dernière, j'ai fait du bénévolat dans un camp de jour. Lors de la première semaine, il y avait une volontaire un peu plus âgée que moi qui s'appelait Léa. Le premier jour où je l'ai rencontrée, j'ai su que ce serait facile de me souvenir d'elle, car elle avait le même accent et un look assez proche d'une personne que je connaissais déjà, elle aussi nommée Léa. On portait tous des badges avec nos noms tous les jours. Le deuxième jour, j'étais assis en face d'elle à une table. Je savais que son prénom était Léa. Il y avait une autre fille de mon âge, appelée Ellie. Elle ne faisait pas beaucoup de bénévolat la première semaine. Elle était très différente de Léa. Je n'avais pas beaucoup interagi avec elle, contrairement à Léa, mais je savais qui elle était et à quoi elle ressemblait. Rappelez-vous, on portait tous des badges, c'était facile. Le premier jour de la deuxième semaine, Léa travaille, Ellie non. La directrice dit quelque chose à Léa, mais l'appelle Ellie. Je me suis dit que c'était embarrassant pour la directrice, mais Léa ne l'a pas corrigé. Puis je l'entends encore. Et la fois suivante où je travaille face à face avec Léa, son badge indique Ellie. Je vous jure,
Pendant les 3 semaines suivantes, Léa était Ellie. Je n'ai jamais revu Ellie. Mais Léa était là, avec le badge d'Ellie, sans que personne ne remarque le changement. Le badge Léa est resté dans la boîte à badge, et il n'y a plus jamais eu de Léa. Les gens trouvent ça ridicule et pensent que j'ai simplement confondu son prénom la première semaine parce que je l'associais à quelqu'un d'autre. Mais je sais. Je sais qu'Ellie était Léa la première semaine. On portait nos badges tout le temps. Je l'ai vu le porter, j'aurais remarqué une erreur. J'ai interagi avec elle en face à face, badge visible. C'est la seule fois où j'ai ressenti ce qu'on pourrait appeler un bug dont j'étais le seul à avoir conscience. Je suis sûr que cette femme a changé de nom. Je construisais une maison et je prenais les mesures pour une traverse de porte intérieure, ossature. Je crie la mesure au gars avec qui je travaille. Il coupe une planche 2x6 à la longueur indiquée, mais elle ne rentre pas, elle est environ 2 cm trop grande. Pas grave. Je vérifie la mesure de l'ouverture, c'est bien la taille que j'avais donnée. Je repose la planche et lui dis de la recouper à la bonne taille. Il la mesure, elle correspond bien à la mesure que je lui avais donnée. On refait ça environ 4 fois, puis on commence à se chamailler un peu, etc. La planche mesurait différemment au niveau de la traverse de la porte qu'à hauteur de taille près de la scie. On a comparé nos mètres rubans pour être sûr que ce n'était pas un problème de matériel. On a mesuré la même planche à 2 endroits différents, et à chaque fois on obtenait 2 mesures différentes. L'écart était d'environ 2 cm et le seul endroit où les mesures n'étaient pas les mêmes, c'était au-dessus de cette ouverture de porte. J'ai toujours eu envie de retourner à cette maison pour mesurer cette zone à nouveau. Tout a commencé entre 2009 et 2010, quand je travaillais dans un magasin de téléphones portables. J'étais le seul à parler espagnol, alors parfois d'autres boutiques me demandaient de venir y bosser quelques heures en plus. J'acceptais toujours. Une fois, une femme est venue dans un magasin où je ne vais jamais, à environ 50 km de mon lieu de travail habituel. Son mari et ses enfants étaient avec elle, elle a acheté un iPhone 3GS. Rien d'extraordinaire, cool. L'année suivante, elle est venue dans mon magasin habituel et a acheté un iPhone 4, quelle coïncidence. Puis je change de magasin, encore plus loin, à une 50aine de kilomètres, et elle achète un iPhone 4S. Là, ça commence à devenir étrange. Elle a acheté toutes les 5 générations d'iPhone chez moi en 5 ans. Après, j'ai quitté mon job et suis parti vivre ailleurs pendant 1 an. À mon retour, le directeur du magasin me propose mon ancien poste pendant la transition pour que je gagne un peu d'argent. J'accepte bien sûr. L'iPhone 6 vient de sortir et je la revois. Je l'évite, espérant qu'elle ne me reconnaisse pas parce que ça devient bizarre. Plus tard cette année-là, je raconte cette histoire à un collègue, je lui parle de cette femme et de la fréquence à laquelle je la croise. Il me demande à quoi elle ressemble. Et devine qui entre à ce moment-là ? Elle. J'ai complètement pété un câble. Quand j'étais plus jeune, j'avais une tortue comme animal de compagnie. Un matin, en me réveillant, je me dirigeais tranquillement vers la cuisine quand j'ai vu ma tortue en train de ramper sur le sol. Intrigué, je l'ai ramassée, pensant qu'elle s'était échappée de son aquarium. Mais en allant vérifier, j'ai eu un choc, ma tortue était toujours là, dans son aquarium, parfaitement immobile sous sa lampe chauffante. Je me suis figé. Je tenais une tortue dans les mains, et une autre m'observait calmement depuis son habitat. Mes parents n'avaient jamais parlé d'en acheter une deuxième, et je savais qu'aucun de mes amis n'en possédait. Nous avons fouillé toute la maison, interrogé les voisins, et vérifié toutes les portes et fenêtres. Rien ne permettait d'expliquer l'arrivée de cette mystérieuse tortue. Le plus étrange, c'est qu'elle semblait presque identique à la mienne. Même carapace, même tache sombre sur les pattes, même mouvement lent et régulier. Pendant des semaines, nous avons vécu avec 2 tortues, sans jamais comprendre d'où venait la deuxième. Puis, un soir, en rentrant de l'école, elle avait disparu. Sans trace. Pas de porte ouverte.
Pas de bruit suspect, rien. Ma première tortue, elle, était toujours là, comme si rien ne s'était passé. Parfois, je me demande si ce n'était pas un rêve. Mais mes parents se souviennent aussi de cette autre tortue. Ils en parlent encore comme d'un mystère jamais résolu. Chaque matin, en me rendant au travail, je traversais un centre commercial. Sur un banc, toujours le même, était assis un vieil homme, semblant attendre quelqu'un. Il passait inaperçu au premier regard, mais il avait toujours un petit détail vestimentaire qui le rendait un peu étrange. Un jour, c'était une casquette de golfeur, un autre une veste trop ajustée ou encore de grosses bottes de bûcheron. Il donnait l'impression de vouloir rester dans le coup, mais sans vraiment y arriver. Je le voyais tous les jours, pendant 4 ans. Chaque matin, à la même heure, il était là. Jamais je ne l'ai vu parler à quelqu'un, jamais personne ne venait à sa rencontre. Il restait simplement assis, le regard tranquille, comme s'il attendait encore et encore une personne qui ne venait pas. Puis j'ai changé de travail. Nouveau poste, nouvelle partie de la ville. Je me disais que je ne verrais plus ce vieux monsieur étrange, que cette routine silencieuse appartenait au passé. Mais le 3e jour, alors que je sors du métro et marche vers mon nouveau bureau, je ralentis brusquement. Sur un banc, près d'un kiosque, il est là. Le même homme. Même posture. Même regard un peu perdu. Une autre casquette, une autre veste improbable, mais c'est lui. Pas un sosie. Lui. Je suis resté figé. Mon cœur battait vite, sans que je sache pourquoi. Ce n'était pas seulement étrange. C'était dérangeant, presque irréel. Comment avait-il pu apparaître ici, comme s'il m'avait suivi? Ou pire, comme s'il m'attendait moi depuis le début? Depuis ce jour, je n'arrive pas à l'ignorer. Je le croise régulièrement, toujours sur un banc, toujours seul. Et à présent, c'est moi qui commence à me demander si je suis celui qui l'attend. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai été hanté par des bruits étranges, surgissant sans prévenir, comme venus d'un autre monde. Parfois, c'était un crépitement de parasites, d'autres fois une explosion soudaine et violente, comme si une bombe invisible venait d'éclater tout près. Chaque fois, ça me clouait sur place, le cœur battant à tout rompre, persuadé que quelque chose d'anormal se passait. Ces sons ne semblaient jamais venir de l'extérieur. C'était comme s'il éclatait dans ma tête, juste au moment où je commençais à sombrer dans le sommeil. J'ai longtemps cru que je devenais fou, ou que mon esprit percevait quelque chose que les autres ne pouvaient pas entendre. J'évitais d'en parler. Qui aurait pu me croire? Un jour, par hasard, en lisant sur des troubles du sommeil, je suis tombé sur un nom étrange, le syndrome de la tête qui explose. Ce que je lisais me glaça. C'était exactement ce que je vivais. Ce phénomène, aussi terrifiant soit-il, n'était pas dangereux. C'était une sorte de bug du cerveau, un court-circuit dans la transition entre l'éveil et le sommeil. Juste ça. Pas de voix de l'au-delà. Pas de crise imminente. Juste mon cerveau qui déraillait un instant. Le soulagement que j'ai ressenti en mettant un nom sur cette expérience a été immense. Mais même aujourd'hui, en connaissant la cause, il m'arrive encore d'en sursauter. Parce que quand votre esprit explose d'un coup, même en silence, il est difficile de ne pas avoir peur. Quand j'avais environ 15 ans, j'ai fait un rêve que je n'ai jamais pu oublier. Il n'y avait rien à voir, juste du noir, un vide total. Mais j'entendais des voix, claires, comme si elles venaient de très loin. La voix de ma mère surtout. Elle disait doucement, « C'est presque fini, tu t'en sors très bien, puis enfin, c'est terminé. » Sur le moment, ça ne m'a pas vraiment marqué. Juste un rêve étrange, sans image, sans contexte. Quelques mois plus tard, mes boucles d'oreilles se sont littéralement incrustées dans mes lobes. La peau avait refermé dessus et il a fallu aller à l'hôpital pour les faire retirer. C'était douloureux, mais surtout bizarre. Lorsqu'ils ont utilisé un spray anesthésiant, le produit a accidentellement pénétré dans mon oreille et a touché mon tympan. Je suis tombé inconscient. Mais d'une façon étrange.
Mon corps ne bougeait plus, je ne pouvais rien voir, juste ce noir complet, mais j'entendais encore. Et c'est là que tout s'est figé. J'ai entendu ma mère. Les mêmes mots. Exactement les mêmes mots que dans mon rêve, dans le même ordre, avec le même ton, c'est presque fini, tu t'en sors très bien, c'est terminé. J'étais figé, incapable de répondre, mais conscient. Comme si ce rêve que j'avais eu n'était pas un rêve du tout, mais un souvenir anticipé. Personne ne m'a cru quand j'en ai parlé. Une nuit, alors que j'essayais de m'endormir, mon t-shirt me grattait horriblement. Allongé sur le lit du haut de mon lit superposé, j'ai fini par l'enlever et le jeter par-dessus bord, direction le sol. J'ai clairement entendu le bruit sourd de la chute, le tissu frottant brièvement contre le mur avant d'atterrir. Mais quelques secondes plus tard, j'ai de nouveau entendu le même bruit. Puis encore. Et encore. Le son du t-shirt qui tombe sur le sol, exactement le même à chaque fois, comme une boucle. J'étais bien réveillé, lucide, les yeux grands ouverts dans le noir. Je savais ce que j'entendais, ce n'était pas un rêve, pas une illusion. C'était réel, ou du moins, ça en avait tous les aspects. Je me suis figé, tendant l'oreille, tentant de comprendre. Il n'y avait rien d'autre, pas de pas, pas de voix, juste ce bruit récurrent, comme si le t-shirt tombait encore et encore, toujours de la même manière. J'ai hésité à me pencher pour regarder en bas, mais une peur sourde m'a cloué sur place. Et finalement, après un long moment, le bruit s'est arrêté aussi soudainement qu'il avait commencé. Je n'en ai jamais parlé à personne. Pas par honte, mais parce que je n'ai jamais trouvé les mots. Même aujourd'hui, je n'ai aucune explication. Un jour, j'ai enlevé mes lunettes parce que quelque chose m'avait fait tellement rire que j'en pleurais. Je suis allé dans la salle de bain, j'ai lavé mon visage, pris une grande inspiration pour me calmer, puis je suis revenu dans ma chambre. Mais mes lunettes avaient disparu. Pas tombées. Pas déplacées. Juste plus là. J'ai retourné la pièce, cherché sous le lit, derrière les meubles, même dans des endroits absurdes comme le frigo ou les poches de vêtements que je ne portais pas. Rien. Elle s'était volatilisée. J'ai fini par me résigner et, 2 semaines plus tard, j'ai dû me faire une nouvelle paire. Un soir, je rentre d'une soirée chez un ami. Je retire mes chaussures dans l'entrée comme d'habitude, fatigué mais content de ma soirée. 5 minutes plus tard à peine, mon téléphone sonne. C'est mon ami qui me dit que j'ai oublié quelque chose chez lui. Je me retourne pour remettre mes chaussures, et là, je m'arrête net. Mes anciennes lunettes. Parfaitement pliées, posées sur mes chaussures. Pas simplement posées à la va-vite, non. Elles étaient centrées avec une précision presque obsessionnelle, les branches de chaque côté tombant exactement entre les 2 chaussures, comme une installation artistique soigneusement réfléchie. Personne d'autre n'était entré chez moi. Je vis seul. Les lunettes étaient littéralement introuvables depuis 2 semaines. Et maintenant elles étaient là, comme si quelque chose ou quelqu'un avait attendu le moment parfait pour les replacer sous mes yeux. Pas pour me les rendre, mais pour me faire remarquer qu'il les avait eues tout ce temps. Sorte de mini-campeur, à peine plus grand qu'une grande voiture. Mon lit, c'était le compartiment au-dessus de la cabine, un petit espace où je pouvais juste m'allonger, entouré de mes affaires. Une nuit, j'étais allongé là-haut, dans le silence, et mes jeans me gênaient. Ils étaient juste à côté de ma tête, enroulés comme un coussin inconfortable. Sans trop y penser, je les ai saisis et je les ai balancés vers mes pieds, en direction de l'extrémité du lit. Mais au lieu de rester là-bas, ils m'ont été renvoyés presque instantanément. Pas comme s'ils avaient rebondi. Non. Comme si quelque chose les avait attrapés et reposés exactement à l'endroit d'où je les avais lancés. J'ai figé, le cœur battant. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être qu'ils avaient glissé sur une pente que je ne sentais pas ? Mais l'espace était trop petit pour qu'ils prennent un quelconque élan. Alors j'ai recommencé. J'ai jeté le pantalon une seconde fois, un peu plus fort.
Et encore une fois, ils sont revenus. Parfaitement replacés. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé. Je me suis juste recroquevillé et j'ai attendu que le sommeil m'emporte. Même aujourd'hui, je n'ai aucune explication logique. Il n'y avait pas de courant d'air, pas de mouvement brusque, personne d'autre là-haut avec moi. Quand j'étais petit, vraiment très jeune, j'avais des rêves étrangement réalistes. Pas de grands scénarios de science-fiction ou de cauchemars délirants, non. Juste des scènes banales de la vie quotidienne. Quelqu'un posait une tasse à un endroit précis, une phrase était dite exactement d'une certaine manière, où je voyais une lumière clignoter dans une pièce à un moment particulier. Et quelques jours plus tard, ces choses se produisaient, exactement comme dans mon rêve. Au début, je pensais que c'était normal. Que tout le monde rêvait des choses avant qu'elles arrivent. Mais en grandissant, ça a fini par me brouiller les repères. Ce que je croyais avoir vécu n'était parfois qu'un souvenir de rêve, et ce que je pensais avoir rêvé était en réalité arrivé. Les deux mondes se mélangeaient. Et puis, il y a ce souvenir en particulier. Celui où mon frère me poignarde dans le dos avec un couteau à beurre. Rien de sanglant ni dramatique, juste cette sensation soudaine, brutale, le froid du métal sur la peau, le choc, la douleur sourde, et le visage de mon frère, figé, comme s'il ne comprenait pas ce qu'il avait fait. Ce souvenir est resté, comme une cicatrice mentale. J'étais convaincu que c'était arrivé. Mais mes parents jurent que non. Mon frère aussi. Ils disent que je l'ai sûrement rêvé. Et pourtant, le souvenir est plus clair que beaucoup d'autres moments réels de mon enfance. Je me souviens même de la couleur de la lumière dans la pièce, du t-shirt que je portais, de la façon dont j'ai tourné la tête pour le regarder. Et le plus étrange, c'est que parfois, encore aujourd'hui, cette même zone dans mon dos se met à picoter, sans raison. Un frisson précis, toujours au même endroit. Comme si mon corps, lui, se souvenait de quelque chose, que ma vie n'a pourtant jamais vécu. Quand j'étais plus jeune, j'avais reçu un magazine avec des articles sur des jeux vidéo. Un de ces magazines qui filait des petits jouets en cadeau pour les gamins. Cette fois-là, c'était un genre de bracelet, je ne savais même pas à quoi il servait exactement, peut-être juste un gadget à collectionner. Il n'y en avait qu'un. Je m'en souviens clairement. Un seul bracelet attaché au coin du magazine, bien scellé. Je l'ai pris et je l'ai rangé dans une boîte où je foutais tout ce qui traînait, vieux jouets, babioles, tickets de trucs, souvenirs sans valeur. Quelques mois plus tard, je remarque quelque chose par terre, juste devant ma fenêtre. Le même bracelet. Exactement le même. Ma première pensée, c'est que mon chat l'avait sûrement sorti pour jouer, qu'il l'avait retrouvé dans la boîte et l'avait traîné jusque-là. Mais quand j'ai voulu le ranger de nouveau dans la boîte, le premier y était toujours. Intact. Là, posé exactement là où je l'avais laissé. Et maintenant j'en avais deux. Identiques en tout point. J'ai fouillé le reste de mes affaires, vérifié si un ami aurait pu me faire une blague, interrogé ma mémoire 1000 fois. Rien. Aucun souvenir d'avoir reçu un deuxième bracelet. Je suis même retourné dans d'anciens magazines, au cas où, mais non. Il n'y en avait qu'un. Il s'est littéralement dupliqué. Comme dans un jeu vidéo. Un objet unique, copié sans raison. Je sais pas si ça compte, parce que j'étais défoncé à chaque fois, mais en vrai, ça compte. Alors tais-toi et écoute. À l'époque, je fumais souvent avec mes potes, toujours au même endroit, dans ma voiture, garée devant chez l'un d'eux. On s'installait tous à l'intérieur, on fermait les fenêtres, on lançait la musique, et on hotboxait l'habitacle jusqu'à ce que l'air devienne irrespirable. Et c'est là que ça a commencé. On avait cette conversation. Rien de spécial, juste des conneries habituelles. Mais à un moment, j'ai réalisé qu'on avait déjà eu exactement cette conversation. Pas juste une impression de déjà-vu. Non. Mot pour mot. Rire placé au même moment. Les mêmes gestes.
Le même ton. Au début, je me suis dit que c'était juste la défonce qui me jouait des tours. Mais ça a continué. À chaque fois qu'on fumait dans cette voiture, la boucle recommençait. La même conversation. Les mêmes réactions. Comme si on était coincé dans un épisode qui redémarrait à chaque fois qu'on rallumait un joint. J'ai commencé à paniquer. Je regardais mes potes, et ils avaient tous l'air normaux. Comme s'ils n'avaient aucune idée qu'on était en train de vivre quelque chose d'étrangement mécanique. J'ai même pensé qu'ils n'étaient peut-être pas eux. Genre, que quelque chose les contrôlait. Ou me contrôlait moi. Des aliens, une simulation, j'en sais rien. Juste cette sensation profonde que mon cerveau n'était plus le mien. C'est ce soir-là que j'ai arrêté de fumer. Pas parce que c'était trop fort, ou parce que ça me rendait mou. Mais parce que j'ai eu l'impression d'avoir entrevu un bug dans la matrice, un truc qu'on n'est pas censé remarquer. Et franchement, je préfère ne pas y retourner. Une nuit, j'avais à peu près 18 ans, j'étais sorti boire un verre avec un pote. Rien de fou, juste une ou deux bières. Je suis rentré tranquille, pas particulièrement fatigué, mais dès que je me suis affalé devant un épisode de Skins, je me suis endormi comme une pierre, lumières allumées. Vers 2 ou 3 heures du matin, je me réveille en sursaut, comme si je venais de faire un cauchemar ultra intense, sauf que je ne me souvenais de rien. Juste cette montée d'adrénaline soudaine, le cœur qui cogne, le souffle court. Je regarde autour de moi, un peu paumé, et à peine une seconde plus tard, toutes les lumières s'éteignent. Pas une coupure générale, juste ma chambre, d'un coup. Je commence à stresser. Je me lève pour rallumer, pensant à un faux contact, peut-être un disjoncteur. En me dirigeant vers l'interrupteur, je ressens une douleur vive dans la main. Pas une simple gêne, un vrai pic de douleur. Quand enfin j'arrive à rallumer la lumière, je vois ma main. En sang. Une vraie entaille, pas une petite coupure. Du sang sur mes doigts, sur le côté de ma paume. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je n'avais rien dans le lit qui aurait pu me blesser. Rien autour de moi non plus. J'ai juste enfilé mes fringues, je suis sorti fumer une clope pour reprendre mes esprits, sous le réverbère devant chez moi. L'air frais m'a un peu calmé. Puis je suis remonté me recoucher, comme si j'avais juste vécu un moment bizarre de plus. Il y a environ 9 ans, j'étais au restaurant avec mon copain de l'époque. Un petit resto taille bondée, bruyant à souhait, un de ces endroits où tu dois pratiquement hurler pour tenir une conversation. Les serveurs criaient les commandes, les assiettes tintaient, les gens riaient à gorge déployée. C'était le chaos, dans le genre chaleureux. On était en plein milieu d'une discussion quand, d'un seul coup, tout s'est arrêté. Pas un ralentissement. Pas un effet de « ça devient plus calme ». Non. Le bruit s'est littéralement éteint. Instantanément. Comme si quelqu'un avait appuyé sur « pause » pour tout le restaurant. Je parlais encore, je criais presque, et là je me rends compte que ma voix résonne toute seule dans un silence total. J'ai arrêté net. Tout mon corps s'est tendu. Chaque personne autour de nous était figée. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Pas même un bruit venant de la cuisine. C'était comme si le monde entier avait cessé d'exister, juste pendant un instant. Mais ça n'a pas duré une seconde ou deux. Le silence a duré 2 minutes entières. 2 longues minutes où le temps semblait suspendu, où rien ne faisait sens. Puis, aussi brusquement que ça avait commencé, le bruit est revenu. Comme si on avait appuyé sur « lecture » à nouveau. Les conversations ont repris à l'endroit exact où elles s'étaient arrêtées, les fourchettes ont claqué, les serveurs ont recommencé à bouger. Tout le monde semblait ne rien avoir remarqué. Comme si j'étais la seule à l'avoir vécu. Je n'ai jamais su ce que c'était. Une défaillance du cerveau? Une crise de dissociation ultra précise? Un glitch dans la matrice? J'en ai parlé une fois à mon copain, plus tard, mais il n'avait aucun souvenir de ce moment. Pour lui, tout s'était passé normalement.
Hier, ma sœur et moi étions en train de discuter, et elle me raconte qu'en rentrant d'avoir déposé une amie au boulot la veille, elle a vu quelque chose de complètement dingue, un jet, littéralement figé dans le ciel. Immobile. Comme suspendu dans l'air. Évidemment, ça a piqué ma curiosité. J'espérais secrètement le voir moi aussi, parce que ce soir-là, j'étais justement avec elle sur la même route. Et là, exactement au même endroit qu'elle m'avait indiqué, on le voit. Un jet. Flottant dans le ciel. Comme s'il était sur pause. Pas en train de ralentir, pas en approche d'atterrissage juste figé. Je te jure, mon cerveau a bugué. J'ai explosé. Je hurlais, je riais, je regardais autour de moi pour vérifier que je ne rêvais pas. C'était irréel. J'avais déjà entendu parler d'illusions d'optique, d'effets d'angle ou de vent qui donnent l'impression que quelque chose est suspendu. Mais là, je le regardais fixement, pendant une minute entière, et il ne bougeait absolument pas. Même pas un frémissement. C'était comme si le ciel lui-même avait gelé. Puis, sans prévenir, comme si quelqu'un venait de relâcher un bouton « pause », le jet s'est remis à bouger. Doucement, puis normalement. Il a continué sa trajectoire, comme si de rien n'était. C'est, sans exagérer, l'une des choses les plus étranges et les plus marquantes que j'ai vues de ma vie. Même si je sais qu'il y a sûrement une explication logique, une partie de moi n'a pas envie de la voir. Parce que dans ce moment suspendu, c'était comme si le monde m'avait montré un coin de la réalité qu'on n'est pas censé voir. Une fois, j'ai balancé une ampoule grillée dans une poubelle vide, à quelques pas de là. Rien de spécial, juste un petit geste banal. Mais à l'instant où elle aurait dû toucher le fond en plastique de la poubelle avec ce petit clac caractéristique, rien. Pas un bruit. Pas de rebond. Pas d'impact. Comme si l'ampoule n'était jamais tombée. Tout de suite, ça m'a frappé. Je me suis dit, bizarre, et j'ai voulu la récupérer pour vérifier le modèle et en racheter une identique. Je fouille la poubelle, qui était totalement vide à part ça, et l'ampoule a disparu. Littéralement. Elle n'était plus là. Et je n'étais pas seul. Mon coloc, qui avait tout vu, a confirmé que l'ampoule était bien entrée dans la poubelle. Il m'a regardé avec le même regard paumé que j'avais moi-même. On a retourné la pièce, on a secoué la poubelle, on a regardé sous la poubelle, dans tous les recoins. Rien. Comme si cette ampoule avait traversé un portail vers un autre plan d'existence au moment précis où elle franchissait le bord du bac. Le plus étrange, c'est que même en vidant l'appart à la fin du semestre, en retournant chaque tiroir, chaque meuble, chaque centimètre carré, elle n'est jamais réapparue. Elle n'a jamais été retrouvée. On plaisantait avec ça comme si c'était juste un mystère idiot, une blague. Mais au fond, ça nous a vraiment marqués. J'étais dans le salon avec l'un de mes chiens quand elle a commencé à se comporter bizarrement, comme elle le fait parfois juste avant de vomir. Elle était agitée, nerveuse, tournée en rond. Alors, sans trop réfléchir, j'ai ouvert la porte arrière et je l'ai laissée sortir dans le jardin. Je suis allé prévenir ma grand-mère, la seule autre personne à la maison, qu'elle risquait d'être malade dehors. Quelques instants plus tard, je retourne vers la porte. Le chien revient à l'intérieur, puis ressort immédiatement. Je la vois. Je suis certain de ce que j'ai vu. Ma grand-mère, de son côté, me dit de fermer la porte. Je lui réponds que la chienne est encore dehors. Elle me regarde, un peu surprise, et me dit « Non, elle est avec moi ». Je pense d'abord qu'elle se trompe, qu'elle a confondu les chiens. Mais il n'y avait que celle-là. Et moi, je venais littéralement de la voir franchir la porte, se retourner, et ressortir. Alors je ferme la porte, un peu perturbé, et je vais vérifier. Et elle est là. Parfaitement calme, assise à côté du lit, près de ma grand-mère. Pas essoufflée, pas agitée. Comme si elle n'avait jamais bougé. Comme si elle n'avait jamais été dehors. Je n'ai pas d'explication. Pas de jumeaux cachés, pas de bruit de porte que j'aurais manqué.
Rien. Ce n'était pas une silhouette floue ou une impression, j'ai vu mon chien sortir. Et pourtant, elle était déjà dedans. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais une chatte noire que j'avais appelée Luna. Ma mère adorait plaisanter en disant qu'elle était magique. Pas juste parce qu'elle était noire et mystérieuse, mais parce qu'elle avait toujours ce regard étrange, presque humain, et une façon d'apparaître dans les coins les plus improbables sans qu'on sache comment elle y était arrivée. Chaque nuit, Luna dormait sur mon lit. C'était devenu une routine rassurante. Un soir, avant de me coucher, je descends au sous-sol pour aller chercher mon pyjama près de la machine à laver. Et là, je la vois. Luna, installée tranquillement à côté du lave-linge, qui me regarde. Rien de bizarre sur le moment. Je lui dis un petit truc en passant, je prends mon pyjama et je remonte directement dans ma chambre. Mais en ouvrant la porte, elle est là. Déjà installée sur mon lit. Couchée comme si elle m'attendait depuis des heures. La même posture. Le même regard. Le même chat. Je me suis arrêté net. J'ai même regardé derrière moi dans le couloir pour vérifier si j'avais halluciné. Mais non, il n'y avait qu'un seul chemin depuis le sous-sol. Je n'avais pas entendu de pas, pas vu de mouvement me dépasser dans les escaliers. Et pourtant elle était là, comme si elle n'était jamais descendue. Je n'ai jamais réussi à expliquer ce moment. Peut-être qu'elle m'avait devancé, pris un raccourci que je ne connaissais pas, ou peut-être que j'avais vu autre chose en bas. Mais la vérité, c'est que sur le coup, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait eu deux Luna. Une en bas. Une en haut. Comme si elle avait plié l'espace d'un claquement de pattes pour être là où elle voulait. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à croire que ma mère avait peut-être raison. Je crois que je vis deux vies. Non, je ne parle pas d'un truc grandiose, pas de double identité façon film d'action. Je parle de deux réalités qui se côtoient sans jamais vraiment se toucher. Deux mondes entre lesquels je bascule, comme si mon existence était fendue en deux moitiés étanches. L'une, je la vis les yeux ouverts, l'autre les yeux fermés. Et chaque jour, je me demande laquelle des deux est la plus réelle. Dans la journée, je suis un homme seul. Littéralement. Je n'ai pas d'amis. Plus depuis la fac, en tout cas. Pas de dispute, pas de trahison, juste une lente érosion des liens. Les discussions ont cessé, les invitations se sont taries, les silences se sont installés. Je me dis parfois que c'est normal, que c'est ça, devenir adulte, chacun suit sa route, les chemins s'éloignent, on devient des étrangers par habitude. Je travaille comme programmeur. Un boulot sans passion, sans flamme. Je tape du code toute la journée, je résous des bugs qui ne m'intéressent pas, je fais ce qu'on me demande sans plus. C'est stable, on me dit que j'ai de la chance. J'imagine que c'est vrai, dans l'absolu. J'ai un salaire. Je paye mon loyer. Je mange à ma faim. Ce serait un rêve pour certains. Sauf que moi, je ne ressens rien. Ni fierté, ni enthousiasme. Juste une sorte d'apathie molle, une routine sans relief. Je n'ai pas de passion. Pas d'activité. Je rentre du boulot, je m'assois, je mange quelque chose de tiède devant une série que je ne regarde même pas vraiment. Et je recommence le lendemain. Quant à ma famille, c'est un mot qui sonne creux dans ma bouche. Ils m'ont toléré pendant 18 ans, puis ils ont tout fait pour que je parte. Pas méchamment, pas directement. C'était plus subtil. Des regards, des soupirs, des remarques passives-agressives. Une fatigue de ma présence. J'ai fini par comprendre le message. Alors je suis parti. Depuis, on s'écrit 2 fois par an, joyeux anniversaire, bonne année. Voilà. Et pourtant, malgré cette vie vide, je tiens debout. Parce que la nuit, tout change. La nuit, je rêve, pas de rêves absurdes, pas de cauchemars. Toujours les mêmes scènes, les mêmes gens, les mêmes lieux. Toujours ce sentiment de familiarité poignante,
comme si je retrouvais un monde que j'avais quitté pour de mauvaises raisons. Dans mes rêves, je suis quelqu'un d'autre. Ou peut-être que je suis toujours moi, mais dans une autre version de ma vie. Là-bas, j'ai une famille qui m'aime. Une mère douce, un père présent, des frères ou des sœurs, parfois leur visage change, parfois non, mais l'émotion reste la même, je suis entouré. Je suis important. J'existe. J'ai une femme, aussi. Elle m'attend à la maison, elle cuisine, elle me parle avec des yeux remplis de tendresse. Je sens son amour dans la façon dont elle m'écoute, dont elle me touche, même dans le silence partagé autour d'un repas. Et puis il y a les amis. Une bande de visages que je reconnais sans les connaître. On rit, on sort, on s'engueule, on se réconcilie. Il y a du bruit, de la vie. Parfois, le rêve devient un peu étrange. Les murs se déplacent, le ciel change de couleur, des choses impossibles se produisent, mais je ne ressens jamais de peur. Juste une étrange magie, comme si tout était permis. Comme si l'amour et l'amitié suffisaient à me protéger de tout. Et au réveil, c'est toujours pareil. Je reste quelques secondes allongé, entre deux mondes, avec ce poids sur la poitrine. Puis ça monte. Les larmes. 2 fois par semaine, parfois plus. Je pleure sans bruit, juste avec ce trou dans le ventre. Parce que je sais que je viens de quitter quelque chose de précieux. Et que je reviens dans une vie où rien ne m'attend. Ces rêves me hantent. Ils sont devenus le seul moment où je me sens vivant. C'est fou, non? De devoir dormir pour ressentir de l'amour. De devoir rêver pour savoir ce que c'est que d'être écouté, regardé, touché. C'est là que je ressens des choses que mon corps ne connaît plus dans la réalité. Une chaleur, une paix, un sentiment d'avoir ma place quelque part. Parfois, je me dis que ce ne sont pas de simples rêves. Que c'est moi, ailleurs. Un autre moi, dans un monde parallèle. Peut-être que cette réalité que j'appelle la vraie vie n'est qu'une illusion, un test. Et que l'autre vie, celle des rêves, est la vraie. Peut-être que mon vrai moi dort dans ce monde-là, et qu'il vit cette vie ici comme une expérience, un genre de punition ou de leçon. Mais alors, je ne comprends pas. Pourquoi voudrait-on vivre cette vie-ci, avec son vide et sa solitude? Quel sens cela aurait? Je n'ai pas la réponse. Alors j'attends. Chaque jour, je traverse les heures avec une résignation tranquille, en attendant la nuit. En attendant de m'endormir. Pas pour me reposer, non. Pour rentrer chez moi. Et si un jour, ces rêves s'arrêtent, je crois que je ne survivrai pas très longtemps à cette vie-là. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.